insane. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en octobre, au 10e mois de l'année. Quelqu'un criera sans doute déjà. Nous sommes bien déjà dans le mois du consommé local. Mais depuis quelques jours, l'actualité locale est supplantée par des vagues d'informations de la sous-région CEDEAO, mais aussi de lointaines régions comme l'Ukraine. Plus près de nous, c'est le Burkina qui connaît une nouvelle montée de fièvre. Le pays des hommes intègres est resté dans l'œil du cyclone. Énième coup d'état militaire dans un pays confronté plus que jamais à l'instabilité politique et sécuritaire. Le pays des hommes dits intègres serait-il en train de se désintégrer? Cette semaine, ce sont des dizaines de personnes civiles et militaires qui ont trouvé la mort dans une dernière incursion des terroristes. Face aux djihadistes de plus en plus intenables, les militaires possèdent-ils vraiment le remède miracle? Le colonel Damiba et ses hommes ne viennent-ils pas de confirmer que la solution à la nébuleuse n'est pas que militaire? Les nouvelles autorités vont-elles pouvoir réussir là où les précédentes ont échoué? La série de coups d'État en Afrique de l'Ouest avait été inaugurée en grande pompe par les militaires maliens. Ces derniers demeurent au pouvoir et sont au cœur de nombreuses concertations entre dirigeants africains et ceux des grandes puissances. Le Mali a reçu jeudi à Bamako une délégation de la communauté CEDEAO. Elle devrait compter sur le diplomate togolais Fonya Singbe. Ce dernier se trouvait malheureusement le même jour au Japon. C'est donc sans grand résultat annoncé que les chefs d'État du Ghana et de la Gambie ont quitté Bamako. Le Mali casse les codes et dit vouloir prendre en main son destin. Ceux des Togolais sont contenus depuis 30 ans dans une constitution soumise au référendum le 27 septembre 1992. Cette semaine, ce moment de l'histoire est relativement passé sous silence. Ce jour-là, les Togolais faisaient le choix d'une démocratie multipartite et avec une limitation du mandat présidentiel. Le 14 octobre prochain, cette constitution révisée aura bien 30 ans. Sous quel signe les Togolais célébreront-ils cet anniversaire? Autour des constitutions africaines, le débat de la limitation des mandats présidentiels est porté à bout de bras à travers plusieurs villes africaines par le Togolais David Dossé. Quelle est l'importance de ces débats? Quels sont les résultats attendus? Au Togo, le mandat présidentiel est limité. Les présents débats portent plutôt sur la vie au quotidien. Cette vie reste chère et c'est un autre Togolais qui apporte des mots d'espoir depuis le siège de l'Organisation internationale du travail. Gilbert Humbo a pris hier fonction comme nouveau directeur général de l'OIT. À un moment d'incertitude sans pareil, notre ambition doit être de reconsidérer le contrat social pour permettre aux travailleurs de profiter d'un traitement équitable. L'ancien Premier ministre du Togo va-t-il tenir parole? C'est le Togolais David Dossé du Fonds citoyen Togo Debout qui est notre invité. Le numéro du D12 196 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyo. Docteur David Dossé, bonjour. Bonjour Monsieur Thiobé, bonjour à toute votre équipe et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment vous allez? Un peu fatigué, mais physiquement surtout. Mentalement ça va, moralement ça va. Un peu fatigué physiquement, je me répète, mais ça peut aller. En ce début d'émission, je voudrais vous demander que depuis quelques années, on vous a découvert sur la scène publique et je voudrais savoir surtout si vous avez le temps encore pour exercer en tant que médecin, parce qu'on sait que vous êtes médecin. Je crois que la médecine, c'est une vocation pour moi et je continue d'exercer mon métier dans mon hôpital, de voir mes malades, d'opérer quand c'est nécessaire, de former aussi, parce que je suis aussi enseignant à l'université, de former les jeunes médecins, de former les jeunes chirurgiens. Donc je réponds oui, je continue d'exercer mon travail, mon métier. Cela vous dit que vous êtes bien organisé là? C'est sûr que par moment, il faut des sacrifices, il faut un peu plus d'investissement, il faut beaucoup moins de vacances. Mais globalement, ce sont des choix de vie et donc je suis tenu de les assumer. Nous sommes en début d'émission, nous sommes aussi en début d'année scolaire. Vous avez dit tantôt que vous êtes enseignant également à l'université de Lomé. Les cours vont reprendre bientôt là-bas aussi. Mais cette semaine, ce sont les écoliers, les élèves qui ont repris les chemins des écoles. Ils viennent de finir la toute première semaine. Dans ce lot d'élèves, d'écoliers, certains ambitionnent sans doute de devenir demain médecins. Quels sont les conseils que vous leur donnez? D'abord, il faut que ce soit une vocation. Je crois que c'est la première des choses parce que ça reste un métier difficile, un métier où on doit vraiment être au service de l'autre. Et si ce n'est pas une vocation, ça peut entraîner des situations, je ne dirais pas conflictuelles, mais des situations de friction avec les patients, de friction avec ces malades. Et ce n'est pas fait pour servir le métier. Donc vraiment le premier conseil, c'est que c'est une envie véritable qui doit vous conduire vers ce métier. Ensuite, il y aura d'autres conseils à donner, bien sûr.
Mais pour moi, c'est l'élément essentiel. Vous devez avoir envie d'être médecin avant de devenir médecin. Beaucoup pensent que c'est un parcours de combattant que de devenir au final médecin et que c'est réservé, certains pensent, à une certaine catégorie de personnes. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est sûr que c'est long parce que ce sont des études qui ne durent pas 3 années. Même si vous faites 3 années en médecine, vous ne sortez pas avec un diplôme de licence en disant bon, je suis fatigué, je m'arrête là. J'ai une licence en médecine, ça ne se dit pas. Il faut aller au bout et c'est long. C'est peut-être pour ça qu'on parle de parcours du combattant. Mais personnellement, je pense qu'il y a des métiers beaucoup plus difficiles, des parcours beaucoup plus difficiles. Mais une fois qu'on est dedans, on s'y plaît progressivement. Le travail à l'hôpital le matin comme stagiaire, le travail à la faculté l'après-midi pour apprendre les cours théoriques. Je pense que progressivement, on ne sent plus les années passer. Au bout d'un moment, on devient médecin, on a le diplôme et on est au service de la communauté et des populations. Est-ce que c'est réservé? J'avoue que non, je ne pense pas. Quand on regarde un peu le profil des médecins au Togo ou ailleurs, toutes les couches sociales sont représentées, toutes les races sont représentées, toutes les ethnies sont représentées. Donc, si on parle de réserver à certaines catégories, je ne sais pas quelle catégorie, par exemple. Quand on parlait d'ailleurs, il se dit de plus en plus aussi que beaucoup de Togolais exercent comme médecins à l'extérieur du Togo. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une réalité. Ça prouve donc que j'écoutais ce matin sur RFI Alain Foucard qui faisait son émission un peu sur tout ce qu'on peut reprocher au corps médical en Afrique. Et il évoquait le problème de compétences. Et pour moi, ce que vous venez de dire répond à cette question. S'il y avait un problème en termes de formation et de compétences, je pense que tous ces médecins africains, tous ces médecins togolais ne seraient pas autant prisés ailleurs, comme c'est le cas actuellement. Je vous assure que quand vous allez en France, dans le nord de la France, en tout cas, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais vous avez une grosse proportion de médecins togolais exerçant en France et exerçant bien, très appréciés des populations. Donc, le problème est certainement ailleurs, mais voilà, les médecins togolais, ils sont bons, ils sont bien formés, ils sont sérieux et ils ont la possibilité très rapidement, à partir de leur formation de base, d'avoir très rapidement un renforcement en termes de capacité, d'acquérir de nouvelles compétences et d'être au service des populations partout où besoin est. Quand vous dites qu'ils sont bien formés, ils sont formés à partir de l'université de Lomé ou c'est ailleurs? Entre autres, l'université de Lomé qui, en dépit des difficultés, je crois, fait quand même de son mieux pour inculquer les bases fondamentales. Je pense que les bases fondamentales, elles sont les mêmes partout. On pourrait certainement faire mieux, certainement faire beaucoup mieux si on avait à disposition un certain nombre de technologies, d'équipements, etc., etc. Mais avec le peu dont on dispose, on essaie de faire bien. Et je crois que globalement, le résultat est bon. Il y a quelqu'un aussi qui fait bien, c'est ce qu'on dit de lui de plus en plus, votre ministre ou en fait un de vos collègues qui est également ministre au gouvernement, le professeur Dodi Kokoroko, pour les écoles secondaires primaires. Il a pris un certain nombre d'initiatives. Beaucoup parlent de lui ces derniers jours. Est-ce que vous attendez ce qu'on dit de lui? On parle de lui en bien. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'encourage mes collègues qui sont au gouvernement à bien faire et à vraiment rendre service à la communauté. C'est pour cela qu'ils ont été mis au gouvernement. Puisque vous parlez du ministre Kokoroko, j'en profite pour lancer un appel. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait, mais j'en profite, puisque vous me tendez la perche, j'en profite pour lancer un appel afin que nos enfants qui sont actuellement encore emprisonnés suite aux événements malheureux que nous avons connus cette année, ces enfants puissent enfin rentrer chez eux. Et comme vous l'avez dit, le ministre Kokoroko faisant bien son travail, qu'il permette à ces enfants de profiter de ce travail qu'il fait si bien et que ces enfants rentrent chez eux, donc qu'ils commencent cette année scolaire après avoir perdu l'année dernière. Et j'espère que cet appel sera entendu. C'est des appels qu'on lance ici et là depuis quelques jours, depuis la rentrée des classes. Est-ce qu'au-delà de ces appels-là, vous qui êtes de la société civile, est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites notamment vis-à-vis des autorités ou par exemple au niveau du corps judiciaire, je ne sais pas, pour voir dans quelle mesure mettre fin à ce dossier? J'avoue que pour ce qui nous concerne, nous particulièrement, nous n'avons pas de démarche formelle dans ce sens. Nous avons discuté avec d'autres organisations qui sont beaucoup plus impliquées que nous
pour essayer de comprendre ce qui empêchait la libération des écoliers. Je n'ai pas parlé de leurs enseignants qui sont aussi emprisonnés, mais je mets tout dans le même paquet, que l'on puisse libérer ces enfants, que l'on puisse libérer ces enseignants qui sont en prison. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, on ne cesse de le répéter. Il y a des choses qui leur sont reprochées, d'accord, mais nous estimons, en tant que Togolais, qu'après toute cette longue période passée dans des conditions d'incarcération très difficiles, il est temps qu'on leur permette de rentrer chez eux, de retrouver leur famille, de se préparer pour poursuivre leur carrière à l'école, leur carrière en famille. Et voilà, c'est extrêmement difficile. On a parfois peur de dire certaines choses qui pourraient de nouveau choquer peut-être l'autorité et faire dire à l'autorité, mais si c'est comme ça, je maintiens ma position, c'est une position où je suis le plus fort, donc je fais comme je veux. Et c'est pour ça que vous voyez que dans les prises de position, souvent les gens essaient de dire à l'autorité, vous avez démontré votre capacité d'enfermer des enfants, d'enfermer des enseignants jusqu'à un certain niveau. Maintenant, mettons tous bas à terre. Personne n'a envie de jeter de l'huile sur le feu. Mettons tous bas à terre, libérons ces personnes et voyons tous comment est-ce qu'on peut faire avancer notre pays. Personne n'a envie de jeter de l'huile sur le feu. Quand on jette de l'huile sur le feu, ça brûle. Et ça brûle un peu depuis hier, ça brûle un peu depuis avant-hier du côté de Ouagadougou, Burkina Faso, avec ce qui apparaît comme une surprise. Une nouvelle intervention des militaires dans la vie publique. Cela fait 8 mois qu'on a entendu parler de coups d'État à Burkina Faso. Beaucoup sont surpris. Je ne sais pas si vous l'êtes également. Surpris peut-être à moitié, parce que quand on se souvient des événements qui ont amené le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir, c'est justement cette crise sécuritaire au Burkina Faso, où le président Roch, qui était malheureusement dans l'incapacité d'assurer un niveau de sécurité minimum dans son pays, qui était, si vous vous souvenez peut-être du drame d'Inata, où une cinquantaine de gendarmes avaient été massacrés dans le nord du pays. Ces gendarmes, pendant 2 semaines, n'avaient même plus de quoi se nourrir, les ravitaillements n'arrivaient plus, ils étaient obligés d'aller chasser pour pouvoir se nourrir, et c'est dans ces conditions extrêmes qu'ils ont dû affronter une meute de djihadistes et qui se sont fait massacrer. Lorsque le scandale a éclaté, on a compris qu'il y avait eu beaucoup de faits de corruption derrière, qui expliquaient donc que les ravitaillements n'étaient pas arrivés à bon port, mais en dépit de toutes ces révélations, le président Roch semblait totalement impuissant et incapable de tenir la barque. Et dans ces conditions, on ne justifie pas, mais on comprend la prise de position du lieutenant-colonel Damiba qui a décidé de procéder à un coup d'État. C'est ce qui a été fait. Et donc on espérait justement que les militaires, cette fois-ci, ayant pris la bonne mesure de la situation, allaient apporter des solutions idoines à ce niveau, à cette situation d'insécurité au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le lieutenant-colonel Damiba? On a vu que la situation a plutôt empiré. Les attaques se sont poursuivies. Tout ce que moi je retiens, c'est qu'en juin, il augmente le salaire des ministres. Les salaires sont multipliés par 2, voire plus. Ensuite, il fait venir l'ancien président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, excusez-moi, voilà. Il fait revenir l'ancien président Blaise Compaoré. Et enfin, il y a quelques jours, c'est pratiquement la même situation qu'on a connue à Inata avec l'attaque du convoi qui allait à Djibo, où les militaires se sont fait massacrer. On a vu des images de convois totalement calcinés. Et finalement, on se dit, mais si le lieutenant-colonel, qui est lui-même militaire, qui semblait avoir pris la bonne mesure de la situation, n'arrive pas, après 8 mois, à apporter une réponse idoine, on comprend donc que, quelque part, il est, comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est subi un peu la même loi qu'il avait appliquée au président Roch Kaboré. Donc, il a montré, je crois, son incapacité. Il s'est fourvoyé dans des décisions, l'augmentation du salaire des ministres. Sincèrement, est-ce que c'était le moment idéal pour procéder à cette augmentation? Faire revenir Blaise Compaoré, je ne sais pas ce que ça lui a apporté. Blaise Compaoré est passé en catimini, il est reparti. On connaît les charges qui pèsent
sur lui. Et donc, je pense qu'il a pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Et aujourd'hui, il paie un peu le prix de ses mauvaises décisions. Donc, une surprise, non pas véritablement. Mais on peut se demander également si les militaires, s'ils sont là pour, comme c'est ce qu'on a constaté depuis quelque temps au Burkina Faso, intervenir chaque fois qu'il y a une situation conflictuelle. Est-ce que c'est de leur ressort d'intervenir comme ils le font là au Burkina? Vous posez un problème très sérieux, c'est celui de l'État en Afrique. Je crois que c'est la faillite des États africains. Quelqu'un se demandait si en Afrique on avait vraiment des États. Et j'avoue que la première fois que j'avais entendu ça, j'avais failli répondre vertement en disant mais pourquoi, pour qui est-ce qu'il nous prend? Pourquoi est-ce qu'il pose ce genre de questions? Mais quand on y réfléchit, quand on sait qu'un État c'est basé sur des institutions, c'est basé sur des institutions fortes, et que aujourd'hui on regarde dans tous nos États, on se rend compte que ces institutions, même si elles existent essentiellement de nom. C'est vraiment la faillite de l'État. Et donc toutes les institutions font presque ce qu'elles veulent, font presque ce qu'elles peuvent. Et ce n'est pas étonnant donc que l'institution, parce que l'armée c'est une institution, cette institution parfois on arrive à se dire que la solution, elle est peut-être de son ressort. Quand les autres institutions, l'exécutif échoue, la corruption est là, la justice ne fonctionne pas, le Parlement est assujetti, etc. etc. Et donc, il faut vraiment peut-être... Ce sont des situations extrêmement difficiles. Mais quelqu'un me disait aussi que c'est peut-être cette période qui va permettre, après tous ces soubresauts à l'Afrique, de renaître autrement. Nous avons trop de problèmes dans notre pays et ces problèmes sont posés par cette jeunesse africaine qui demande beaucoup plus aujourd'hui aux dirigeants. L'armée, c'est une institution qui doit jouer son rôle régalien. L'armée n'a pas à s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays, mais quand vous avez cette situation aussi chaotique dans les États dans lesquels nous vivons, on comprend que parfois, effectivement, l'armée en soit amenée à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas des décisions vraiment salutaires. Le coup d'État de janvier avait pour objectif de donner une meilleure orientation à la lutte contre les terroristes. C'est la même chose, les mêmes objectifs qui sont poursuivis par ceux-ci. On peut se demander si, entre-temps, ceux-ci, par exemple, ont trouvé le bon filon pour pouvoir finalement résoudre la question. Est-ce que la solution, ça va venir par exemple de nouvelles alliances avec éventuellement la Russie? Parce que quand on écoute un peu les nouvelles autorités, on a l'impression que c'est ce qui va se passer. Tout à fait. J'ai aussi écouté le capitaine Traoré ce matin qui semblait évoquer cette possibilité d'ouvrir le Burkina Faso vers d'autres alliances avec d'autres puissances qui seraient peut-être beaucoup plus enclines à soutenir l'effort militaire qui est fait actuellement par le pays afin de bouter hors des frontières les djihadistes. Mais je me souviens aussi, j'étais il y a quelques semaines, le mois dernier, à Dakar, à un colloque organisé par le Bureau régional des Nations Unies. Et j'ai particulièrement apprécié l'intervention du général Babacar Gueye, qui est un militaire sénégalais à la retraite, et qui disait le tout sécuritaire et le tout militaire n'est pas la solution. Et que eux, en tant que militaires, ils n'ont pas fait le choix du tout sécuritaire et du tout militaire. Mais s'il y a des problèmes en rapport avec les institutions, on ne peut pas demander à l'armée aussi de les régler. Que chacun fasse son travail et que l'armée qui est sur le terrain fasse son travail. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ce sont en fait c'est un ensemble de situations, un ensemble de défaillances qui conduit à cette situation que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et si on se dit que c'est seulement la réponse militaire qu'il faut, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, puisqu'il y a d'autres problèmes qui existent, qui sont à la base de cette situation et qu'il faut prendre en compte. Chacun doit jouer son rôle. Les militaires vont devoir jouer leur rôle. Si l'armée burkinabé n'a pas l'équipement nécessaire, n'a pas la formation requise, etc., etc., et qu'elle a besoin de s'allier à d'autres forces armées, c'est une stratégie, mais ça ne peut pas être la seule stratégie. Il y a d'autres situations en rapport avec, j'ai parlé de la corruption tantôt, si vous mettez les militaires au front, vous multipliez les effectifs par 2, par 3, et que la corruption fait que les ravitaillements n'arrivent pas à bon port, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Donc, tous les problèmes à l'origine de cette situation doivent être identifiés
Et pour chaque problème, je pense qu'il faut apporter la solution adéquate. Donc, pour finir, je dirais oui à la réponse militaire, parce que ce sont des gens qui viennent avec des armes, qui attaquent les populations, qui attaquent l'armée. Il faut certainement une réponse militaire, mais la réponse ne peut pas qu'être militaire. Il faut certainement réfléchir de façon globale à cette situation. Est-ce que c'est en rapport avec la dictature, pardon? Est-ce que c'est en rapport avec la faillite des institutions? Est-ce que c'est en rapport avec la corruption? Pourquoi est-ce que des enfants du pays finalement prennent les armes contre leurs propres concitoyens, parce qu'il ne faut pas penser que tous les djihadistes viennent de l'extérieur. Ce serait également une erreur grave. Vous avez des pays où ce sont les propres enfants du pays qui prennent les armes pour attaquer leurs propres concitoyens. Donc il faut prendre tout ça en compte et essayer d'apporter des solutions adéquates. Vous parlez de la fragilité ou plutôt vous parlez de la faillite de nos États. Certains parlent de la fragilité de ces États-là. Est-ce qu'au-delà du Burkina Faso, est-ce que c'est un constat que vous pouvez étendre à toute l'Afrique francophone? Finalement, nous avons 60 ans d'indépendance quand même. Mais à des degrés divers, oui. Je pense que même notre pays, le Togo, présente de fortes défaillances. Quand on parle des institutions, moi je vais parler de l'institution judiciaire, ce n'est même pas moi qui le dis. Posez la question au président de la Cour suprême. Je pense que sa réponse donnée l'année dernière était assez édifiante par rapport à cette institution qu'est la justice. La justice est un des piliers de l'État. La justice est un des piliers de la démocratie. Et quand vous avez une autorité comme le président de la Cour suprême qui vient évoquer la justice avec tous ses dysfonctionnements, je crois que c'est extrêmement grave. Donc, en dehors du Togo, vous prenez le Mali, on voit ce qui se passe aujourd'hui au Mali, le Niger, le Burkina Faso, etc., etc. 60 années d'indépendance où on a passé du temps à beaucoup danser. Je crois que le Togo était champion dans les animations. On a passé du temps à beaucoup s'amuser. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. Certains disent dans certains milieux à quelque chose de malheur. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose qu'on conclura avec la survenue des attaques d'Iod 10, parce que ça met en lumière quand même des pans entiers de désert, d'incompétence, de misère, de retard dans nos pays. Quand vous allez dans ces pays-là, en Afrique de l'Ouest, beaucoup de régions sont abandonnées. Tout à fait. Mais, donc, ça prouve que le problème n'est pas simplement lié à une attaque venue de l'extérieur, des facteurs exogènes, mais il y a des facteurs endogènes qui sont extrêmement puissants et qu'il faut prendre en compte. Pourquoi est-ce que certaines populations s'estiment lésées? Pourquoi est-ce que certaines populations estiment qu'il n'y a pas de justice sociale et que pour lutter donc contre cette injustice sociale, il faut prendre les armes? Il faut prendre tout cela en compte et comme le général Babacar Gaye l'a dit, oui, pour le volet sécuritaire à prendre en compte avec une armée bien équipée, bien formé, qui pourra aller jouer son rôle de rempart face aux attaques djihadistes, mais en même temps, il faut essayer de lutter contre ces frustrations sociales, lutter contre la corruption, etc., etc. Il faut un vrai diagnostic. Et si on se refuse à ce diagnostic, on aura du mal à régler le problème. Et je me souviens, si vous permettez, d'une émission que je faisais sur une autre radio, où quelqu'un estimait que j'avais une fois encore une attitude peut-être, comment dire, je n'étais pas en train de saluer les efforts faits par le gouvernement togolais parce que le gouvernement togolais avait envoyé l'armée dans le nord du pays, etc., etc. Je me répète ici, la solution n'est pas que militaire. Il faut vraiment identifier tous ces facteurs qui sont à l'origine de cette situation afin d'apporter la solution adéquate. Si on se dit que c'est juste envoyer l'armée et laisser la corruption évoluer, laisser la misère évoluer, laisser les frustrations dans le cœur des populations évoluer, alors là, je vous assure qu'on n'aura pas gain de cause. Il y a une constante depuis les années 60. Vous avez des militaires qui interviennent sur une télévision nationale. Et vous voyez des treillis, vous voyez les hommes en lunettes noires, vous voyez les kalachnikovs. Vous avez un document qu'ils lisent et surtout vous avez des sigles. Et depuis les années 60, ces sigles ont été relativement les mêmes. C'est pour la refondation, c'est pour ramener une certaine situation qui semblait chaotique. On peut se demander si c'est finalement congénital. Parce qu'on a pensé à un moment donné que c'est fini avec les coups d'État. Oui, tout à fait. Il y a eu la période avant les années 90. Avant les années 90 où je crois... Je lisais un document où on disait que
entre 83 et 89, sur les 15 pays de la CEDEAO, 13 pays étaient dominés par des régimes militaires. Ensuite, il y a eu cette période qu'on a appelée la période de transition démocratique, avec le vent qui est venu de l'Est, pardon, le bloc soviétique qui a éclaté. Et ça a été une période d'espoir, où les gens se sont dit, enfin, la perestroïka, cette démocratie va arriver en Afrique, on n'aura plus de régime militaire, ça va être des régimes civils. Et ça a ouvert la voie, bien sûr, au multipartisme, aux associations qui se sont un peu multipliées, donc une certaine ouverture au niveau de l'espace civique. Les médias qui se sont multipliés, on n'avait plus que au début, on n'avait que des médias d'État, mais là, on a pu constater que les médias privés ont pu également voir le jour. Donc, il y a eu cette petite embellie, mais après, on s'est rendu compte qu'il a fallu quand même déchanter, parce que beaucoup de régimes civils n'avaient pas abandonné certaines pratiques qui étaient des pratiques totalement répréhensibles, mais qui n'étaient pas seulement le fait des militaires. Quand on parle de la corruption, quand on parle justement de ces civils qui, pendant des décennies, avaient lutté pour une alternance démocratique, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, une fois qu'ils ont pris goût au pouvoir, ont estimé qu'ils étaient les plus intelligents et qu'ils étaient les plus à même de conduire les affaires du pays. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? On commence à changer les constitutions, à modifier les constitutions. Ils font un mandat, ils font 2 mandats, ils veulent en faire un 3e, ils veulent en faire un 4e. Et c'est ce qui a entraîné cette désillusion. Aujourd'hui, on en est à une situation où les régimes civils n'ont pas su répondre et apporter des solutions ou des réponses aux préoccupations des populations. Ces régimes ont perpétré les mêmes fléaux que les régimes militaires et on a l'impression qu'on est en train de boucler la boucle, puisque les militaires se disent nous avons cédé la place aux civils, les civils ont eu les mêmes défauts que nous, il faut balayer ces civils pour restaurer la nation. Donc ça explique un peu ces mêmes slogans qui reviennent, les militaires qui reviennent au pouvoir pour une renaissance, pour une refondation. Voilà, c'est un constat. Maintenant, quelle solution il faut apporter? Nous sommes avec le docteur David Dosset, qui est du Front Citoyen Togo Debout. C'est lui notre invité du jour. Dans 15 minutes exactement, comme c'est de tradition, nous aurons la possibilité d'inclure les commentaires et les questions des auditeurs. Suite de numéro 96, c'est 34 37 et puis 70 43 09 70. Pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur, ils peuvent également appeler ou laisser des commentaires sur nos différents réseaux sociaux, puisque vous êtes en train de nous suivre en direct. Quand on suit la série des coups d'État de ces dernières années, et on prend le Tchad, le Mali, la Guinée ou encore le Burkina Faso, on constate clairement que ce sont des pays francophones. Les anciennes colonies de la France auraient-elles quelque chose de si différent que les anciennes colonies de la Grande-Bretagne? Je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose qui se dit souvent, mais je n'ai pas d'éléments scientifiques avérés pour dire oui, c'est vrai ou c'est faux. Mais le constat est là. Nous sommes également une ancienne... enfin, en tout cas, le Togo, c'est aussi un pays rattaché à la France. Et je crois que les défauts en termes de démocratie, puisqu'on n'a pas la démocratie au Togo, malheureusement, il faut le reconnaître, sont là et on peut estimer que le Togo vient un peu renforcer cette assertion qui veut que les pays en rapport avec la France ont du mal à évoluer vers la démocratie. Mais quand on regarde quand même les pays anglophones ont parfois des difficultés. Le Nigeria s'en sort, mais seulement depuis quelques années. Je pense que l'élection présidentielle, il y a 10 ans au Nigeria, a été... génératrice de beaucoup de morts. Il y a eu des centaines de morts au Nigeria. Donc l'espoir est là. Il y a des pays qui s'en sortent. Je cite le Cap-Vert. Quelqu'un me disait la fois dernière, justement lorsque j'étais à ce colloque à Dakar, quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, qu'il y a eu une élection présidentielle au Cap-Vert où il y avait une différence de 12 voix. 12, 1, 2 jusqu'à 12 voix entre les 2 protagonistes. Et celui qui a perdu est allé féliciter le vainqueur pour une différence de 12 voix. Je pense qu'il faut le faire. Je connais beaucoup d'autres pays, même occidentaux, où on aurait exigé qu'on recompte les voix pour s'assurer qu'il avait vraiment gagné. Mais je crois que c'est cette maturité en termes de démocratie qu'il faut saluer pour ce petit pays qu'est le Cap-Vert,
qui donne une leçon au reste du continent, qui continue son bonhomme de chemin. Et je pense que beaucoup de pays, comme le Togo justement, devraient peut-être s'inspirer de ce qui se fait au Cap-Vert. Respectons les votes des citoyens. Lorsqu'un citoyen met son bulletin dans l'urne et que telle personne a gagné, donnons le pouvoir à cette personne. Si on aime son pays, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, si on n'aime pas son pays, si on veut confisquer le pouvoir, si on veut se servir, si on veut servir son clan, pour reprendre les termes du Premier ministre malien, effectivement, là, on va trafiquer les résultats, on va changer les résultats pour pouvoir conserver le pouvoir. Vous donnez l'exemple du Cap-Vert, on peut ajouter par exemple le Botswana, ce sont des tout petits pays. Est-ce que quelque part, la taille de ces pays-là ne milite pas en faveur d'une démocratie beaucoup plus saine par exemple? Je ne sais pas, le Togo aussi est un petit pays, donc on pourrait s'attendre... Plus grand que le Cap-Vert quand même. Oui, mais le Togo reste un petit pays en Afrique occidentale, comparativement au Mali, comparativement, je ne sais pas moi, au Burkina même, et même au Bénin qui est à côté de nous. Donc, je pense que si c'était seulement la taille qui était le facteur essentiel, le Togo serait un modèle en termes de démocratie. En parlant de ce qui se passe au Burkina Faso, en parlant de la position de la France, ou de comment la France est vue depuis quelque temps, on a vu des images de ces Burkinabés qui s'attaquent par exemple à des positions ou à des institutions qui représentent la France, l'ambassade par exemple, ou encore l'Institut français de Bobo Dioulasso. C'est des faits qui sont de plus en plus récurrents en Afrique de l'Ouest, où l'image de la France est d'une certaine manière attaquée. Cette image, beaucoup pensent qu'elle est d'une certaine manière écornée. Comment éventuellement régler ce problème? Parce que là, on sent quand même qu'il y a un problème français qui est là, même si tout le monde essaie de le contourner. On sent quand même qu'il y a un problème français. Le sentiment anti-français se développe de plus en plus. Personnellement, je ne parle pas de sentiment anti-français, je parle beaucoup plus de prise de conscience. Je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que la jeunesse africaine prend conscience. Avant, il était très facile de manipuler. Je ne dis pas qu'on n'est pas le sujet à des manipulations, on peut toujours être sujet à des manipulations, mais il était beaucoup plus facile de manipuler. Il n'y avait pas d'opinion nationale, il n'y avait pas d'opinion publique. C'était un jeu qui se jouait entre la France et les dirigeants africains, et on avait vraiment cure des opinions des populations. Et aujourd'hui, on a le sentiment que les populations, même si parfois elles sont sujettes à des manipulations, les populations ont leur voix au chapitre. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc on a le sentiment que cette jeunesse africaine, elle s'exprime, elle imagine des choses, elle réfléchit, elle pense qu'il y a des phénomènes exogènes en provenance des anciennes puissances qui sont à l'origine de certaines situations. Et ce n'est pas toujours faux, parce que nous savons, l'histoire nous l'a suffisamment démontré, qu'il y a eu des moments où la France a clairement soutenu les dictatures en Afrique. Mais je l'ai dit, c'était surtout lié à cette époque où ça se jouait essentiellement entre les dirigeants et la France, et les populations n'avaient aucune importance, leur opinion n'avait aucune importance. Et c'est là où j'estime aussi que la France n'a pas su comment dire, anticiper, en termes d'anticipation, en termes d'identification des modifications, des changements, l'ère du temps. Tout cela évolue. Et donc, en termes sociologiques, je pense que généralement, les Occidentaux sont assez forts pour ça, mais j'ai l'impression que la France est restée dans son précaré, elle a dormi sur ses lauriers, elle avait ce lien privilégié avec ses chefs d'État qui avaient leur mainmise sur la population, qui pouvait faire tout ce qu'ils voulaient. Et la France a raté le virage. Est-ce que la France a la possibilité de se rattraper, de démontrer aux populations que lorsqu'on parle de liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas simplement dans l'Hexagone, mais que c'est un principe, ce sont des valeurs qui sont universelles, parce qu'on a le sentiment effectivement que parfois, lorsque les Français, quand je parle des Français, je parle des autorités, hein, des autorités publiques françaises, lorsqu'elles s'expriment, lorsqu'elles parlent de démocratie, on a le sentiment que ça ne concerne que les populations françaises, et que pour nous qui sommes africains, nous pouvons continuer par subir la dictature. Et donc, il faut que cette France représentée par ses autorités publiques, démontre que lorsque elle défend la liberté en France, elle défend la même liberté dans les autres pays. Elle ne peut pas défendre la liberté en France, dire non au coup d'État en Afrique et, par exemple, dire je soutiens le coup d'État au Tchad. Ça fait
deux choses totalement antinomiques et nous, ça nous pose un problème. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut se reconnaître dans un pays qui défend des valeurs universelles de démocratie et qui, après, nous explique que non, mais pour ce qui concerne le Tchad, il faut que le président lui-même se déplace pour venir soutenir le coup d'État au Tchad. On ne peut pas comprendre. Quand on suit un peu ces rapports-là, avec les différents présidents qui se sont succédés, notamment en France, de Sarkozy à Hollande jusqu'à Macron, on a entendu dire que nous sommes dans la rupture, c'est-à-dire que la France-Afrique, c'est fini. Mais il y a cette image la semaine dernière qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Macky, vous êtes où? C'est le président français Emmanuel Macron qui, à New York, cherchait à savoir la position du président sénégalais. Cette image, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je n'ai pas eu la chance de voir cette image. Non, mais, en fait, mais si vous m'en parlez, c'est que c'est vrai. Non, mais je crois que c'est ce qu'on disait tantôt. La France de la rupture, je pense que c'est peut-être, ça reste un slogan. C'est comme quand on nous dit la CEDEAO des peuples, ça reste un slogan. Ce n'est pas une réalité. La France aujourd'hui est encore dans cette incapacité d'anticiper le fait que le monde change. Elle est toujours dans cette idée que la France, à travers des dirigeants, peut régenter tout ce qui se passe dans les pays africains. Le monde est en train de changer. Même si aujourd'hui nous sommes encore en situation de faiblesse, je vous assure que la jeunesse africaine ne peut plus accepter cela. Donc la France-Afrique, pour moi, elle n'est pas morte du tout. Elle a perdu certainement de sa puissance, elle a perdu de sa superbe, mais la France reste nostalgique. La France reste nostalgique de cette période où elle avait la capacité de tirer sur les ficelles comme elle le souhaitait à travers des dirigeants corrompus. Mais aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui rentrent dans le jeu. On a parlé de la Russie, il y a la Turquie, il y a les Chinois. Je ne dis pas qu'il faut absolument tourner le dos à la France et aller vers ses puissances, mais ce qui est important de mon point de vue, c'est que les Africains doivent être en mesure de jouer justement avec cette concurrence des superpuissances pour tirer son épingle du jeu. Nous avons les richesses. Nous avons des sous-sols immensément riches. C'est à nous de savoir comment justement jouer entre ces rivalités, entre superpuissances, pour valoriser ces richesses, pour pouvoir être à même nous-mêmes d'exploiter ces richesses afin d'aider au développement de notre continent. C'est dans ce contexte de rapport un peu difficile entre certaines grandes puissances des pays africains que vous portez un message de sensibilisation sur la limitation du mandat présidentiel. On vous a vu au Botswana, et on vous a vu récemment également à Dakar. Et comment est né ce projet? En fait, lorsqu'on analyse un peu toutes ces situations conflictuelles dans nos pays, le Togo justement, la Guinée d'Alpha Condé, avant celle de Damiba, non, avant celle de Damiba, c'était enfin, la situation actuelle en Guinée. De Doumbouya. Doumbouya, voilà, Ouais. exactement, c'est le nom que je cherchais. On se rend compte que beaucoup de situations conflictuelles sont en rapport avec cette volonté de confisquer le pouvoir politique. Et ça a été démontré par une étude effectuée par le NDI. Je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais globalement, on estimait que plus de 75 à 80% de conflits en Afrique étaient liés à cette volonté de captation du pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des régimes qui sont en place et qui veulent tout mettre en œuvre afin de se maintenir au pouvoir. Tout mettre en œuvre, ça veut dire, par exemple, des modifications constitutionnelles intempestives. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple, je pense que vous savez exactement de quoi je veux parler. Modification de constitution, même si la constitution dit que le nombre de mandats est limité à 2, on vient dire que puisque c'est une nouvelle constitution, c'est donc une nouvelle république, donc on remet les compteurs à zéro. J'avais déjà fait 2 mandats, maintenant on remet les compteurs à zéro. Mon 3e mandat, en fait, il faut le considérer comme mon premier mandat de la nouvelle république. Quand c'est comme ça, les populations réagissent, les populations manifestent, on tire dans la foule, on emprisonne. Toutes les voix critiques, soit elles s'exilent, soit elles se retrouvent en prison, soit elles sont obligées de se taire.
ou alors c'est des situations où vraiment on prend les armes parce que ce pouvoir, on le veut, on ne peut pas le laisser entre les mains d'un même système pendant des décennies, et donc ça tire. Voilà donc autant de situations qui retardent l'épanouissement de notre continent, qui retardent le développement de notre continent. Et donc quand on réfléchit, finalement, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut trouver une solution et imposer la limitation pour permettre justement l'alternance, parce qu'il faut l'alternance. Et donc la solution que nous avons imaginée, c'est de faire en sorte que la limitation soit supranationale. Arriver à avoir des institutions qui inscrivent dans leurs documents la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Et donc à partir de là, nous avons décidé de lancer une campagne. Mais le premier acte, ça a été en fait Cotonou. On s'est dit, on va essayer. Le président béninois semble assez ouvert, semble développer cette fibre patriotique. C'est quelqu'un qui avait une vie avant la présidence. On espère qu'après la présidence, il pourra également savoir qu'il a une vie et être au service de sa nation. Nous avons essayé et ça a été un succès au-delà des espérances. Il est venu à la tribune, il s'est engagé publiquement à respecter la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels tel que prescrit par la constitution béninoise, surtout qu'il a renforcé cette constitution en disant que dans une vie, on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et je pense que nous n'avons qu'une seule vie, et ça prouve donc que de notre naissance à notre mort, si on arrive à faire un mandat, un deuxième, c'est fini. Et donc cette posture nous a plu. Nous avons essayé au Bénin. Il est venu, donc comme je l'ai dit, publiquement s'engager à respecter, et surtout, il a pris ce bâton symbolique que nous avons également imaginé lorsque vous avez une course de relais, que le premier relayeur finit son parcours. Il ne dit pas « je suis le plus rapide, je suis le plus endurant, je continue mon parcours, les autres, laissez-moi avancer ». Qu'est-ce qu'il fait? Il tend le témoin au prochain relayeur qui également fait son parcours. Et donc, ce bâton symbolise un peu cette transmission du pouvoir politique entre les dirigeants. Et ce bâton, il l'a également pris et il a fait son beau discours. Le deuxième volet, ça a été, ou le deuxième acte, ça a été le Botswana, comme vous l'avez rappelé. Et cette fois-ci, ça s'est fait en collaboration véritable avec le NDI qui, en 2019, avait fait un acte presque similaire avec le président Issoufou du Niger. Et donc, ensemble, nous étions avec le Botswana, tournons la page, donc, avec le NDI, tournons la page, nous étions au Botswana. Nous avons rencontré le président Massissi. On nous a demandé de lui adresser un courrier pour expliquer ce qu'on voulait faire. Nous l'avons fait. Il a donné son accord de principe. Mais jusqu'au jour J, nous ne savions pas si cela allait se faire ou pas. Nous avions le bâton en poche. Dans l'exposé du déroulement officiel de la cérémonie, il n'avait nullement été question de cette cérémonie où il fallait se lever et ensuite lui remettre le bâton. Donc nous étions en attente, et puis à un moment donné, on nous a appelés pour monter sur le podium et lui transmettre le bâton. Et là également, ça a été au-delà de toute espérance. Il a pris le bâton, il a pointé du doigt le chiffre 1 en disant « One », ensuite « Two », et il a ajouté « No more ». Et pour nous, c'est devenu un slogan que nous allons utiliser durant cette campagne. 1 pour dire premier mandat, 2 pour dire deuxième mandat, no more, pas plus. Et comme le président Talon l'a dit, je crois que la limitation des mandats est à tous égards au profit des peuples. Bien, merci. Vous avez utilisé le « nous » durant tout le développement. Nous avons entendu parler du NDI. Mais en réalité, c'est qui, vous, le NDI ou vous, Togolais, Dr David Dossé, qui êtes devant moi? C'est qui, ceux-là, qui militent pour la limitation du mandat présidentiel en Afrique? C'est sûr que l'initiative est partie du Togo. C'est nous, au niveau du Front citoyen Togo Debout, qui sommes les initiateurs de cette campagne. C'est nous qui avons imaginé le bâton témoin, qui a d'ailleurs été fabriqué ici au Togo par 2 artisans, un Sénégalais et un Togolais. Mais progressivement, nous sommes en train d'avoir justement toutes ces organisations qui comprennent la nécessité d'aider à obtenir gain de cause dans cette campagne. Et c'est ainsi que, au-delà du Front citoyen Togo Debout, vous avez la grande organisation Tournons la page, qui est une coalition internationale, un mouvement citoyen international, avec 10 pays africains qui sont donc concernés. Vous avez le mouvement, le CREA du Bénin, vous avez d'autres organisations qui ne sont pas
membres de Tournons la page. Hein. Vous avez Africa Jom Center du doyen Alioune du Sénégal. Vous avez African Rising, c'est plus de 500 organisations. Et progressivement, les gens sont en train de se faire l'idée que effectivement, il faut faire cette campagne pour obliger les institutions en Afrique, notamment la CEDEAO, à inscrire dans son protocole la limitation à 2, en sachant que récemment encore, la CEDEAO avait essayé, mais le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'y étaient opposés. Nous venons de passer 45 minutes et plus sur Pyramide FM avec notre invité, Dr David Dossé de Front Citoyen Togo Debout. Et comme je l'avais dit tantôt, vous avez la possibilité de participer à l'émission comme c'est de tradition à partir de cet instant sur 2 numéros 70 43 09 70 et puis 96 et 34 37. Pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, ils peuvent éventuellement nous laisser le message par écrit. Nous ferons le devoir de le présenter à notre invité, un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. C'est M. Pelé, c'est ça? Merci beaucoup. Je pense que l'expérience de limiter le mandat d'initiative-là, c'est une bonne chose. Mais l'accent qu'il faut mettre, c'est la bonne organisation des élections. Au Togo, on n'a pas besoin de limiter le mandat. Et le mandat, on a fini de ne pas rester. Est-ce qu'il faut les élections? Parce que je veux dire, est-ce qu'il faut les... Moi, je parle du Togo. Parce que dans la sous-région, partout, limiter le mandat, c'est de l'élégance. Pour Ghana, c'est de l'élégance. Pour aller vous avez vu, Patrice Talon, il a déjà prévu le jour, l'heure, tout du parti. C'est sur l'élégance. C'est à la mode au Bénin, au Ghana, partout. Mais chez nous, ce n'est pas à faire de limiter le mandat qui est problème. C'est la transparence des élections que nous voulons au Togo. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de question d'élection. Le mandat pour les élections, pas le faire. Ouais. Donc, ces gens de préoccupation, c'est comprenant de tout ça en Afrique partout. Bon, je pense que est-ce que dans le pays anglophone, le Ghana, le Nigeria, est-ce que nous avons des militaires anglais dans leur pays? Pourquoi les Français ne peuvent pas nous céder la place lorsqu'ils doivent coloniser pendant 60 ans et avec l'armée que nous avons, nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes? Merci. Bien, merci pour les deux préoccupations. La première partie de la préoccupation de Pelé sur la transparence des élections. Oui, alors, effectivement, vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie, pour moi, elle est multicomposante. Ce n'est pas simplement la limitation de mandat pour une alternance. C'est des élections libres et transparentes. Ce sont des institutions qui jouent vraiment leur rôle avec une cour constitutionnelle qui joue son rôle d'arbitre, etc., etc. Et je n'ai jamais, en tout cas j'espère que vous ne l'avez pas compris comme ça, je n'ai jamais dit que pour moi la démocratie c'était exactement la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ça va bien au-delà. Mais lorsqu'on analyse la situation dans nos pays, il va falloir effectivement se battre pour avoir des élections transparentes au Togo et ailleurs. Mais pour nous, ça reste vraiment une étape ultérieure. Supposons que nous puissions aujourd'hui, au niveau des institutions régionales, obtenir la limitation, ce principe de limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Cela suppose que ceux qui sont en train de dérouler leur 2e mandat doivent savoir que c'est leur dernier mandat, que même s'ils changent la constitution, ils ne pourront plus briguer un 3e mandat. Ça veut dire que ceux qui ont déjà fait plus de 2 mandats, qui en sont à leur 3e, à leur 4e mandat, ne peuvent pas briguer un 5e mandat, puisqu'on a dit que c'est limité à 2. Vous en êtes déjà à 2 fois 2. Donc c'est cette situation qui au moins favorise l'alternance que nous voulons mettre en avant. Je n'ai pas dit que si nous obtenons cela, cela voudra dire que nous avons eu la démocratie. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais nous voulons dans un premier temps favoriser ce principe d'alternance à la tête de nos États, puisque nous avons démontré que la confiscation du pouvoir qui empêche l'alternance est la cause de beaucoup de conflits sociaux, politiques en Afrique. Donc, essayons déjà de régler le problème de l'alternance. Ensuite,
Il faudra certainement réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place comme cadre pour favoriser des élections qui soient libres et transparentes. Je suis totalement d'accord avec vous, M. Pelé. Si nous voulons vraiment consolider la démocratie, il va falloir régler ces étapes l'une après l'autre. La deuxième partie de la question. Alors, oui, alors, enfin, j'ai cru comprendre que c'est peut-être plus en rapport avec les bases françaises, hein, les bases militaires. Ou les experts militaires, puisqu'on sait qu'il y a des experts militaires français dans beaucoup de pays. Oui, bon, la France nostalgique, elle est là, on l'a dit. Je ne sais pas comment ça se passe dans les pays anglophones. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de base américaine ou anglaise dans les autres pays? Je ne saurais pas le dire. Les bases américaines, oui, il y a des bases américaines, notamment en Afrique. Notamment en Afrique. Bon, l'Amérique n'était peut-être pas une puissance colonisatrice, peut-être que ça ne rentre pas dans le cadre de la question posée par M. Pelé, mais est-ce que les anciennes colonies ont maintenu des bases dans les anciennes... Enfin, les anciennes puissances, pardon, ont maintenu des bases militaires dans les anciennes colonies? Je ne sais pas. Est-ce que ça reste vraiment quelque chose de particulier à la France? Je ne sais pas non plus, mais ça peut être une piste de réflexion intéressante. Allô? Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour, Waris, comment vous allez? Nous allons bien. Et bonjour, Monsieur Professeur Doutet. Oui, bonjour, monsieur. Bon, et nous sommes vraiment... Bon, ça nous étonne que vous vous levez aujourd'hui et que vous passez à une rue pour amener nos chefs d'État à compter les bâtonnets pour ne plus faire bon, 3 mandats. Bon, est-ce que bon, on n'a pas compris, puisque je pense qu'il peut toutefois revenir après avoir perdu les élections. Comme vous prenez le Brésil aujourd'hui, vous l'avez toutefois gagné les élections aujourd'hui et revenu au pouvoir. Donc, au Sénégal, lors de votre tournée, un préfet vous a interdit vos manifestations. Bon, qu'est-ce qu'on vous reproche finalement? Merci beaucoup. Allô, Arissa? Allô? Oui, sur la première partie de la question, vous parlez de ruse. Quand on utilise les bâtons pour compter le nombre de mandats, vous parlez de ruse. On n'a pas besoin de passer par certaines stratégies pour que nos chefs d'État qui sachent qu'il faut limiter les mandats. Donc, je félicite ce que David Doucet, ce qu'ils font. C'est ce que je voulais dire par là. Ok, bien, merci, on a compris. Ouais. Oui, enfin, je ne perçois pas la question. Non, mais en fait, c'est ce qui veut dire que ça veut de soi que les chefs d'État doivent savoir que les mandats doivent être limités et que vous n'êtes pas obligé de passer par des ruses. Ah, d'accord. Alors, oui, dit comme ça, je comprends tout à fait. Effectivement, l'année dernière, il y a eu cette réunion parlementaire à Accra et le président Akufo-Addo est venu à la réunion pour féliciter les parlementaires qui avaient insisté, renforcé la nécessité de limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Ça semblait être un acquis. Comme M. Waïs vient de le dire, c'était une telle évidence que on était convaincu qu'en 2022, lors de la rencontre des chefs d'État, ça allait passer comme lettre à la poste. Mais M. Waïs, aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est évident pour vous, ce qui est évident pour moi, ce qui est évident pour la majorité de la communauté régionale, n'arrive pas à passer. Cette réforme que l'on cherche depuis 2015, vous vous souvenez qu'en 2015, le Togo et la Gambie s'étaient opposés à cette réforme. En 2022, on revient avec la même réforme, après avoir pris quand même la peine de préparer le texte. Cette réforme n'est toujours pas passée. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et donc, il faut trouver cette stratégie qui permette peut-être d'insister suffisamment pour que ceux qui s'opposent finissent par entrer dans les rangs et acceptent que cette réforme se fasse parce que cette réforme répond aux aspirations des populations. Avant de nous éclairer sur ce qui s'est passé à Dakar, je prolonge un peu la question sur la limitation des mandats présidentiels. Votre ambition au niveau de votre structure Tournons la page, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique, francophone et anglophone.
ça n'a pas de limite. C'est quoi? Alors, il faut, je crois que dans la vie, évoluer par étapes. Pour nous, si nous arrivons déjà au niveau de la CEDEAO, puisque la CEDEAO est quand même l'institution régionale africaine qui semble la plus en mesure d'adopter cette réforme. Si nous arrivons à amener cette réforme au niveau de la CEDEAO, ce sera déjà la première victoire d'étape. Ensuite, c'est vrai que nous visons plus que la CEDEAO, mais la première étape pour nous reste la CEDEAO et c'est l'objectif, la première étape. Ah, oui. Vous voulez qu'on parle de Dakar ou parce qu'il y Oui, allez, oui, voilà. pour le Dakar. Pour Dakar, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais parlé du premier acte avec Cotonou, du deuxième acte avec le Botswana, et après ces deux actes, on s'est dit, je crois que c'est une chose intéressante qui peut mobiliser les populations. Il faut maintenant qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on s'inscrive sur la durée, que ça ne soit pas simplement des actes isolés, mais qu'on s'inscrive sur dans une campagne vraiment sur la durée, mais pour faire une campagne qui puisse vraiment porter et mobiliser les opinions, peut-être qu'on va travailler avec les artistes engagés. Et c'était comme ça que on s'est rapproché de l'artiste Mewe, qui s'était fermement positionné contre le troisième mandat de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. On l'a approché et il a dit, si c'est pour ça, je m'engage, j'y vais avec vous. Nous avons trouvé d'autres artistes et ils sont 11 artistes de 7 pays avec lesquels nous avons travaillé. Ils ont produit une chanson, une très belle chanson que vous aurez l'occasion d'écouter. Et donc, on s'est dit, on va lancer officiellement la campagne le 17 septembre, le 15 septembre étant la journée mondiale de la démocratie. Donc, le 17 septembre, on lance officiellement cette campagne et on choisit le Sénégal. Le Sénégal parce que le Sénégal, c'est une tradition de démocratie et le président Macky Sall est à la tête de l'Union africaine. Et donc, on s'est dit, il a le devoir d'être le grand défenseur de la démocratie en Afrique. Nous avons déchanté, c'est vrai, il faut le reconnaître, parce qu'on s'attendait à tout. Nous savions qu'il était dans cette velléité de troisième mandat, mais on s'est dit que le Sénégal ne peut pas interdire un concert qui porte sur la démocratie. Ça, c'est fait. Et si vous voyez le communiqué du préfet, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on nous reproche? On ne nous reproche rien. On nous a tout simplement dit que notre concert peut entraîner des troubles. C'est tout. Mais il n'y a aucun élément juridique qui a été avancé pour dire, en raison de tel acte juridique ou de telle disposition juridique, votre concert est interdit. Lisez le document qui nous a été adressé officiellement et vous verrez. Donc, c'est tout simplement lié au fait qu'on dit que ça peut entraîner des troubles. Donc, il vaut mieux ne pas faire le concert. Si vous êtes refusé à Dakar, là, ça a dit que le projet, dans cette phase-là, portant avec les artistes, portant sur cette chanson produite par les artistes, est-ce que cela suppose que demain, on ne vous verrait pas ailleurs, par exemple, à N'Djamena, à Lomé, à Libreville ou quelque part à Yaoundé? Alors, ce séjour à Dakar, moi, m'a particulièrement édifié. J'ai compris que les artistes avec lesquels on s'est engagé, ce sont des gens totalement déterminés. Le fait qu'on ait interdit le concert, ça nous a permis, de travailler ensemble davantage sur la production du clip. Nous sommes tous rendus à l'île de Gorée. Nous avons passé de midi à 19h à travailler sur le clip, tournage du clip. Vous verrez également les images qui sont prévues pour le 15 octobre de cette année. Donc, on lancera officiellement le clip. Et le concert a été interdit. C'était un concert public, mais cette fois-ci, nous avons fait un concert en salle, sans public, qui a été filmé, et ce concert interdit de Dakar existe aussi et il fera l'objet de diffusion sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu vraiment des artistes totalement engagés et déterminés à aller de l'avant. Ils ont dit, si même le Sénégal nous refuse cela, c'est que ce combat est le bon combat. Nous avons écouté Bouhari s'exprimer là-dessus. Nous avons écouté, je parle de la dernière session des Nations Unies, nous avons écouté le Premier ministre malien fustiger justement ces velléités de troisième mandat. Nous savons comment ça se passe. Il a parlé de manœuvres en 4 temps, etc., etc. Et ces manœuvres pour renforcer ces troisièmes mandats sont délétères pour le continent. On en est tous très, très conscients. La CEDEAO en est consciente. Quelques chefs d'État ont pris en otage l'ensemble de la communauté. C'est à nous maintenant, qui sommes l'ensemble de la communauté, d'apporter les réponses pour que cette CEDEAO soit obligée de répondre aux vraies aspirations des peuples. Et donc, pour répondre à votre question, le Sénégal a dit non, mais c'est sûr que d'autres portes s'ouvriront ailleurs pour permettre justement à cette campagne de se déployer durant les 12 prochains mois. Allô? Allô, Bonjour. Oui, madame, vous êtes à l'antenne. Ils ont donné des jours
Madame Messi. Madame Messi, oh, oui. Madame Messi, malheureusement, on n'entend pas ce que vous dites. En fait, on vous entend, mais on ne comprend pas ce que vous dites puisque votre téléphone... Là, on est obligé de couper Madame Messi parce que visiblement, elle a un souci avec son téléphone. Et ça arrive très souvent avec elle, curieusement, quand elle appelle. Et très souvent, on a du mal à l'écouter convenablement. On ne sait pas ce qu'elle dit là. J'espère qu'elle va revenir, elle va changer de position peut-être pour nous appeler. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je salue le professeur. Papa Sadinet. Bonjour. Oui. Bon, la question que moi je voudrais vous poser est que, entre-temps, vous avez décidé de faire un meeting et vous avez refusé, le gouvernement a refusé. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'étouffer la démocratie? Merci. Bien, merci. Oui, tout à fait. Monsieur Sodinet, vous avez totalement raison. Je crois que la restriction de l'espace civique, c'est le fait même des dictatures. Et au Togo, cela a été dit par plusieurs institutions régionales. Au Togo, la restriction de l'espace civique est une réalité. Ça concerne les organisations de la société civile, ça concerne les médias. Et pour ne pas subir justement ce genre de situation, qu'est-ce que les gens font? Il y a beaucoup d'autocensure. On utilise le prétexte de la pandémie du Covid-19 pour empêcher les réunions publiques. On utilise les menaces djihadistes du nord du Togo pour empêcher les réunions publiques. Et c'est comme ça que les libertés de presse, les libertés d'expression, les libertés de réunion publique pacifique sont de plus en plus lésées dans notre pays. Et donc, c'est une façon, effectivement, de toucher à la démocratie. Et pourquoi est-ce que cela se fait? Parce que ça nous amène toujours à cette affaire de confiscation du pouvoir politique. On veut tout mettre en œuvre pour conserver le pouvoir politique. Et donc, pour nous, la solution, c'est que, en arrivant à limiter la présence à la de plus en plus, nous puissions réfléchir à cette question de limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Ça ne concerne pas seulement l'artiste Mewé en Côte d'Ivoire, ça nous concerne nous tous qui sommes ici. Nous avons eu 4 artistes africains dans ce groupe d'artistes internationaux qui se sont engagés. Il faut que les journalistes togolais, les intellectuels togolais, les universitaires togolais, les artistes togolais, les hommes de littérature, les religieux, tout le monde commence à dire nous devons soutenir cette campagne afin que dans 12 mois, la CEDEAO l'inscrive dans son protocole additionnel. Nous avons dit que si c'est nécessaire, nous irons à Abuja voir Bouhari, nous irons en Guinée-Bissau voir le président actuel en exercice de la CEDEAO pour les obliger à l'inscrire. Et si on l'inscrit en disant que la limitation c'est 2 mandats, on ne peut pas être à 4 mandats et vouloir en faire un 5e. On ne peut pas être à 2 mandats et vouloir en faire un 3e. On ne peut pas être à 3 mandats et vouloir en faire un 4e. L'équation est aussi simple. Engageons-nous dans cette campagne. Faisons de cette question un vrai débat panafricain. C'est en train de se faire déjà parce que vous voyez dans tous les grands discours, les gens se prononcer en faveur de la limitation. Faisons de ce débat un grand débat panafricain et nous aurons gain de cause. On voulait aller par exemple au Nigeria rencontrer le président Bouhari, aller en Guinée-Bissau rencontrer le président Bissau-Guinée. Vous êtes des Togolais et que dans votre pays le mandat présidentiel est limité. Pourquoi est-ce que vous ne rencontrez pas le chef de l'État du Togo ici pour qu'éventuellement il soit votre parrain? Je vous assure que si nous avons cette ouverture en direction du Togo, de la présidence du Togo, nous serons les premiers. Mais est-ce que vous avez fait les demandes? Est-ce que vous avez fait les démarches? Monsieur Atogwe, il faut, je crois, dans la vie, lire à travers certains actes qui sont posés. Vous dites que le Togo a adopté récemment, c'était en 2019 donc, la limitation à 2, de nouveau dans sa constitution. Et donc, on peut estimer que le Togo a pris conscience du caractère vertueux de la limitation. Mais ce qui étonne, c'est que le Togo soit le champion au niveau régional en termes de négation par rapport à cette réforme. En 2015,
Le Togo s'était inscrit sur la liste des anti-réformistes avec la Gambie. Et en 2022, nous avons encore, malheureusement, historiquement, cette attitude totalement délétère. C'est le Togo qui adopte cela en 2019 dans sa constitution et qui, 3 années après, refuse au niveau régional. Donc cela interroge. Et par rapport à cela, nous devons faire attention, nous devons réfléchir. Mais si vous nous offrez cette possibilité de rencontrer le chef de l'État et d'en discuter avec lui, je saisis la balle au bon. Nous rencontrons le chef de l'État, nous en discutons avec lui. Et si nous arrivons à le convaincre pour que le Togo introduise même cette réforme au niveau de la CEDEAO, alors là, nous serons très heureux. Allô? Bonjour. Oui, madame, ici, allez-y. Malheureusement, madame, ici, même là, votre position, ça ne nous... C'est toujours pas bon. En fait, je ne sais pas si... Allô? Allez-y, allez-y voir. Je ne sais pas, le téléphone que vous utilisez, madame, Messi, malheureusement, là aussi, c'est difficile. C'est difficile et malheureusement, là, si vous avez la possibilité de nous envoyer un message, vous pouvez le faire. Vous parlez de Mewé sur la liste des artistes qui ont participé à la mise en route de cette chanson-là. Oui, Mewé, c'est connu. Il y a qui aussi? Il y a l'artiste Mewé de la Côte d'Ivoire. Il y a Didier Awadi, qui est du Sénégal. J'en viens aussitôt au Togo, où nous avons 4 artistes qui se sont engagés avec nous. Il s'agit de Elom Vince, de Momo Kankwa, qui sont des slameurs, Amel Diassissé et Don Stash, qu'on ne présente plus. Vous avez toujours de la Côte d'Ivoire Lynn Demo, qui est une très grande slameuse de la Côte d'Ivoire. Nous avons une artiste du Gabon qui s'appelle Nanda, une artiste du Niger qui s'appelle Nourat. Nous avons un jeune artiste de la RDC, que moi j'ai découvert, mais qui a une voix magnifique, phénoménale, qui s'appelle Papi Kero. Le Bénin, bien sûr, avec Leman Balogun, qui a une voix... En tout cas, si vous voyez le clip, si vous entendez... le moment où elle intervient dans le clip, je vous assure que vous avez des frissons. Et je me souviens que lorsque nous étions dans le studio de Didier Awadi pour le montage, nous étions en train de regarder, et à la fin... l'artiste Mewé, du haut de ses 30 années de carrière, a dit: je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais quand j'ai écouté cette chanson, quand j'ai vu les images, j'ai eu des frissons. Et en fait, nous tous, on avait eu des frissons. Donc, au-delà de la mélodie, je crois que c'est la portée des mots. Il faudra écouter cette chanson, bien écouter les mots, où on dit qu'il y a une vie après la présidence. Leman, elle chante en fond, et elle dit que les bonnes choses, ça se mange un peu. Donc, 1 mandat, 2 mandats, ça suffit, n'en faites pas trop, etc., etc. C'est de vrais appels au chef d'État, et vous ne verrez, dans la chanson, il n'y a aucun moment où il y a des mots de trop, où il y a des insultes. Mais ce sont des appels du cœur, où la jeunesse africaine demande à ses chefs d'État, qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour leur pays, de se dire qu'il est temps de partir. Passer le témoin, ça n'a rien de ridicule, et il faut le faire quand on aime son pays. Vous avez été à Cotonou et puis après vous avez été à Gaborone. Ouais. Au Botswana. Vous étiez à Dakar. Est-ce que vous avez tenté par exemple à Dakar de rencontrer le chef de l'État sénégalais, président de l'Union africaine? Est-ce que vous avez tenté? Non, disons que pour cette étape, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de se retrouver au Sénégal, de lancer officiellement la campagne, de faire le tournage pour le clip, de faire le concert et de repartir. Il y avait d'autres actions qui étaient prévues pour le Sénégal, mais avec ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il va falloir revoir notre chronogramme, peut-être changer notre fusil d'épaule, je ne sais pas, mais nous sommes en train de réfléchir. Il y a Kwaku Gosavi Ayena qui laisse un message, c'est Gervagos. Il dit: pourquoi l'intelligence togolaise ne parle pas assez des idées de notre père de l'indépendance, père de la nation? C'est ce qu'il dit, président Sylvanus Olympio, comme le font les Burkinabés autour de Thomas Sankara. Je pense que ça se fait, peut-être pas assez, mais je pense qu'on parle du président Sylvanus Olympio, pour lequel nous avons tous du respect. Et
au-delà, moi je ne vais pas le comparer à Thomas Sankara, je parlerai peut-être de Tavio Amorin aussi, qui pour moi représente également une source d'inspiration. Il estime peut-être qu'on ne le fait pas assez, peut-être qu'il a raison, mais je pense qu'on en parle. La question de la limitation du mandat présidentiel, c'est une question qui a été abondamment évoquée au Togo. Ça a même donné lieu à de grandes manifestations dans ce pays. Et puis au final, cette disposition a été introduite dans la loi fondamentale. Aujourd'hui, vous avez abordé dans une certaine mesure le sujet, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un débat qui est définitivement derrière nous au Togo? Personnellement, je ne pense pas, surtout que le Togo n'a pas soutenu justement cette réforme au niveau de la CEDEAO. Et je pense qu'il faut se poser la question, de savoir pourquoi. Si le Togo est convaincu que la limitation est une bonne chose et que le Togo l'a adopté en 2019 pour la nation togolaise, en bon africain, le Togo aurait voulu que cette vertu puisse également s'appliquer aux autres pays. Et je pense qu'on ne s'interroge pas assez. Pourquoi est-ce que le Togo, de nouveau, s'est opposé en 2022, 3 années après avoir adopté cette réforme au Togo? Pourquoi est-ce que le Togo a dit non à cette réforme au niveau régional? Vous savez, je ne vais pas le dire ici, mais des gens disent beaucoup de choses. Qu'est-ce que les gens disent? Monsieur Atchogwe. Qu'est-ce que les gens disent? Juste un exemple. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, que dans 5 ans ou dans 10 ans, on revienne sur cette constitution et qu'on abroge de nouveau cette disposition, puisque cette disposition, elle existait en 92, elle a disparu de la Constitution en 2002, elle est revenue en 2019. Qu'est-ce qui empêche qu'elle disparaisse de la Constitution 10 années après? Je ne sais pas. Est-ce que, en refusant justement d'appliquer cette réforme au niveau de la CEDEAO, on ne se laisse pas cette petite porte de sortie pour une prochaine abrogation? Je ne sais pas. Ça reste des hypothèses, ça reste des supputations, mais ce sont des choses qui méritent qu'on y réfléchisse. Pourquoi est-ce que le Togo est le seul pays qui s'est opposé à 2 reprises à cette réforme au niveau régional? Moi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si vous l'avez, mais le Togo est le seul pays, en 2015 et en 2022, à avoir dit non au niveau régional à cette réforme. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Vous parlez de 1992, quand on parle de 92, nous sommes en train de finir, ou nous venons de finir le mois de septembre, et il y a 30 ans, le 27 septembre 1992, les Togolais avaient été appelés aux urnes pour le vote de la loi fondamentale. Cette loi aura au final 30 ans, et le 14 octobre prochain, puisque après le vote du 27 septembre, la loi a été promulguée le 14 octobre 1992. Est-ce que vous voulez dire là un commentaire sur cet anniversaire-là pour cette semaine? Je l'ai dit tantôt dans l'introduction, et très peu de Togolais se sont rappelés cette date. Tout à fait. Effectivement, nous avions tous voté. Moi aussi, j'avais voté pour cette constitution parce que j'y croyais. Elle n'est pas parfaite, c'est clair, mais elle contenait des dispositions qui semblaient pouvoir aider à faire avancer la lutte pour la démocratisation de notre pays. Et 10 années après, malheureusement, certaines dispositions ont été abrogées et cela a renforcé la dictature. 30 ans, c'est vrai, la lutte continue pour la consolidation de la démocratie. Il faut donc que nous continuions nos efforts et qu'on se dise que la lutte pour la démocratisation, c'est un processus. Il y a des moments où ça avance, il y a des moments où ça semble reculer. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Aujourd'hui, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels est devenue un élément sur lequel nous insistons particulièrement. Et nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas les seuls à le dire. Beaucoup de gens réfléchis, respectables, estiment que c'est un passage obligé si nous voulons consolider la démocratie dans nos pays. Et je continue à dire et à inviter mes compatriotes pour que nous fassions en sorte que cette disposition soit prise dans les textes de la communauté régionale afin qu'elle puisse davantage impacter la limitation au niveau national. Je ne sais pas si au niveau de votre structure, vous avez l'idée ou sur votre agenda un programme de célébration des 30 ans le 14 octobre prochain. J'avoue que non. On n'y a pas pensé, je pense.
on n'en a pas discuté, mais maintenant que vous en parlez, je pense que nous aurons certainement une réunion très prochainement pour faire un peu le point, parce que depuis que je suis rentré de Dakar, on n'a pas eu le temps encore de faire le point. Nous devons faire le point de tout cela et pourquoi pas penser à ce que vous venez de proposer. Quand vous évoquez le débat sur la limitation du mandat présidentiel, vous évoquez constamment la CEDEAO. Vous savez aussi que la CEDEAO est au cœur de nombreuses controverses depuis quelques années. L'institution vit sans doute des heures difficiles avec la série de coups d'État en son sein. Et nous ne cesserions jamais de le rappeler. Et le Mali, la Guinée et puis le Burkina Faso. Est-ce que vous avez peur pour est-ce que ce qui arrive à la communauté, est-ce que ça vous gêne? Je crois que la CEDEAO, elle subit un peu, disons, les contre-coups de ce qu'elle a semé. On récolte ce qu'on a semé et la CEDEAO, des chefs d'État, malheureusement, est une réalité. Celle des peuples, malheureusement, demeure une illusion. Lorsque nous avions, je crois que c'était en 2018, dit que nous retirions notre confiance à la CEDEAO, c'est un peu en rapport avec tout ce que vous êtes en train de dire, où beaucoup de communautés africaines, beaucoup de populations africaines estiment que la CEDEAO ne joue pas son rôle de défendre justement les populations africaines. On a le sentiment qu'elle est beaucoup plus présente lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de quelques chefs d'État. La CEDEAO a démontré son impuissance face à certaines situations que d'aucuns qualifient de coups d'État constitutionnels. Vous avez des changements constitutionnels intempestifs, inopportuns, inadaptés qui surviennent, une nouvelle constitution qui est taillée sur mesure, qui répond non pas aux aspirations populaires, mais aux aspirations d'un clan ou d'une personne, donc une personnification de la constitution. La CEDEAO n'apporte pas la réponse adéquate et la CEDEAO avalise. Vous allez à des élections qui sont manifestement truquées. Manifestement truquées, et vous êtes tout surpris de voir cette CEDEAO donner son blanc-seing et d'accepter les résultats tels que présentés par une commission électorale nationale qui manifestement n'a pas donné les vrais résultats. Et donc, en ayant avalisé ce genre de situation, en n'ayant pas eu le courage, comme, permettez que je parle de Mme Darlan, la présidente de la Cour constitutionnelle de la Centrafrique, qui vient de dire non au projet de constitution, de changement de constitution du président Touadéra, qui voulait lui aussi, qui veut briguer un troisième mandat. Donc cette CEDEAO n'ayant pas eu le courage justement d'affronter ces démons, elle doit comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en son sein, c'est lié tout simplement à cela. Et nous, ça nous a amené à réfléchir justement et à dire, mais puisque nous sommes tous conscients que cette CEDEAO présente un vrai dysfonctionnement, il faut qu'on le lui montre par des éléments scientifiques et factuels. Nous avons pris langue avec l'ANCL, qui est African Network of Constitutional Lawyers, qui signifie les juristes, si vous voulez, les constitutionnalistes africains qui se sont mis en réseau et que nous avions rencontrés justement au Botswana. Nous avons discuté avec eux. C'est des jeunes, franchement, avec un idéal que vous ne pouvez pas imaginer. C'est des jeunes juristes, des constitutionnalistes africains qui ne sont pas comme les constitutionnalistes que nous connaissons et qui ont complètement prostitué leur esprit et leurs compétences. Ils sont francophones, anglophones? Ils sont pour la plupart anglophones. Nous avons discuté avec eux et aujourd'hui, nous sommes dans un partenariat où ils vont procéder à un diagnostic de la CEDEAO pour nous dire, en termes d'organisation, si vous prenez cette institution, peut-être que la conférence des chefs d'État a trop de pouvoir, ce qui fait que les parlementaires n'arrivent pas à défendre les intérêts du peuple. Peut-être que, moi je dis des choses hein, sans être spécialiste, peut-être que les parlementaires tels qu'ils sont aujourd'hui désignés pour être des parlementaires de la CEDEAO, ce n'est pas démocratique, ça ne permet pas de porter à la CEDEAO de vrais parlementaires issus des volontés populaires, etc., etc. Donc c'est ce travail de diagnostic que nous leur avons demandé et ils nous ont promis un résultat d'ici à la fin de l'année et ça également, ça va nourrir cette campagne que nous sommes en train de mener puisque nous allons donner ces résultats à la CEDEAO en disant, écoutez, vous êtes une institution qui est là pour défendre les peuples, pour défendre la démocratie, mais tel et tel aspect sont des aspects qui font que vous n'arrivez pas à développer
un fonctionnement qui soit suffisamment démocratique pour répondre aux aspirations populaires. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Vous parlez de la CEDEAO des chefs d'État comme si cela était une réussite, mais quand on regarde ce qui se passe ces derniers temps, on a l'impression là aussi qu'au niveau des chefs d'État, il y a problème. Vous voyez comment le président nigérien Bazoum avait été traité entre-temps. Vous voyez par exemple la position du Mali sur les sanctions infligées à la Guinée. Est-ce qu'on peut penser que c'est juste conjoncturel ce qui se passe là et que les chefs d'État vont retrouver l'embellie quelque temps après avoir réglé le problème qui secoue actuellement ces trois pays dirigés par les colonels? Quoi qu'il en soit, moi je pense que ces soubresauts doivent nous être profitables. C'est une période difficile de voir tous ces pays sans dessus-dessous, de voir ces jeunesses en mouvement dans tous ces pays. Mais nous ne devons pas rester les bras croisés, nous devons profiter justement de cette situation qui paraît assez inédite, où plusieurs pays sont en ébullition en Afrique, pour qu'au sortir de cette phase de transition, l'Afrique puisse emprunter un nouveau chemin. Profitons de ce qui se passe aujourd'hui. La CEDEAO doit se réformer. La CEDEAO au service des chefs d'État ne doit plus être une réalité en Afrique. La CEDEAO des peuples, je ne suis pas sûr qu'elle puisse être une réalité très prochainement, mais nous devons tout faire pour tendre vers cette situation. Donc, profitons de ce qui se passe pour apporter le changement. Quand on regarde ce qui se passe, notamment dans la communauté, là, on se rappelle l'époque du général Adema, l'époque des présidents sénégalais Senghor, ou encore de l'Ivoirien Houphouët-Boigny, ou encore également du Nigérian Gowon. Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui nous souffrons d'une crise de charisme ou de légitimité au niveau des leaders qui dirigent cette communauté qu'il y a autant de soucis? C'est surtout parce que nous souffrons d'une crise des institutions. Si nous avions des institutions dignes d'État, je pense que nous aurions surmonté certainement beaucoup de difficultés. Pour moi, la crise, elle n'est pas liée au charisme d'une personne. La crise est vraiment liée au fait que les institutions sont dévoyées, elles se sont mises au service, malheureusement, non pas des populations, non pas des communautés, mais elles se sont mises au service de clans ou de personnes. On a une vraie personnification du pouvoir, on a une patrimonialisation du pouvoir, et cela ne peut pas aider notre continent à aller de l'avant. Quand je parle de charisme, il y avait par exemple, ce que j'ai cité là, c'était des références. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique de l'Ouest, citez-moi les références au niveau des chefs d'État? Je ne sais pas ce que vous entendez par référence ou en termes de modèle, ce que vous voulez que je vous dise précisément, mais je reprends les paroles d'un homme sage, Barack Obama, qui a dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts. Donc pour moi, c'est ce que vous appelez peut-être des êtres charismatiques. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques décennies encore, on pouvait se dire, il faut des gens charismatiques, il faut des guides éclairés, mais nous avons dépassé ce stade de guide éclairé. Aujourd'hui, nous voulons des institutions fortes. Si nous avons des institutions fortes, nous serons en mesure de rouler sur le chemin de l'épanouissement, de la liberté et du développement, quelle que soit la personne que vous mettrez au pouvoir. Travaillons pour des institutions fortes, ne travaillons pas pour des êtres charismatiques, des guides éclairés. Nous allons terminer cette émission dans 4 minutes, le temps de dire un ou deux mots de cette saison des pluies qui continue, de dire également un ou deux mots de la conjoncture économique difficile, la vie chère. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous débrouillez, docteur? Oui. Alors, les choses sont de plus en plus chères. C'est sûr que le pouvoir d'achat a drastiquement baissé et il faut que de plus en plus les femmes, surtout les femmes qui vont au marché, parfois, je ne sais pas comment elles font. Pour faire bouillir la marmite à la maison. Et mon vœu, vraiment, c'est que on puisse apporter des réponses, surtout pour les populations les plus vulnérables. Il y a beaucoup de personnes dans notre Togo qui n'arrivent pas à avoir le repas quotidien. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut faire en sorte que les populations les plus vulnérables, on puisse penser à elles et les aider à s'en sortir dans cette période d'énormes difficultés. Faisons en sorte aussi, avec la saison des pluies et la rentrée des classes, faisons en sorte aussi d'apaiser les cœurs en permettant aux enseignants qui sont en prison, en permettant aux élèves, à nos enfants qui sont en prison, nos enfants qui sont en prison n'ont pas leur place en prison. Faisons en sorte
faisons en sorte d'apporter une solution. Faisons en sorte aussi d'apporter une solution pour toutes ces personnes qui sont en détention arbitraire, les prisonniers politiques depuis plusieurs années croupissant dans les geôles togolaises. Ce n'est pas normal. Nous avons discuté avec des autorités institutionnelles nationales qui nous ont dit, pour la majorité d'entre eux, on a finalement compris que les dossiers sont vides. Mais qui, pour prendre son courage à deux mains et pour prononcer leur libération? Point d'interrogation. Ce n'est pas normal. Si on veut un pays qui soit vraiment socialement uni, socialement cohérent, socialement apaisé, je pense qu'il y a des réponses immédiates et importantes à prendre pour apaiser les cœurs. Quand on parlait de prison, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on a appris cette semaine que le projet de construction d'une nouvelle prison pour ce qui concerne Lomé, que ce projet est en très bonne voie. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ça règle peut-être, ça réglera, parce que ce n'est pas encore construit, ça réglera peut-être le problème de la surpopulation carcérale, mais si vous n'avez pas votre place en prison, le problème demeure. Il pleut sans cesse et c'est une curiosité pour un certain nombre de populations, notamment à Lomé. On me signale là qu'au moment où on fait cette émission, qu'il est en train de pleuvoir dans certains quartiers de Lomé. Je ne sais pas, vous habitez où? J'en avais effectivement en arrivant, j'ai roulé sous la pluie. Non, mais en fait, est-ce que ça vous gêne? Parce qu'il y a certains, par exemple, qui sont à Didogomé, à Kagomé. Il y a certains qui ont des difficultés, ils ont les pieds dans l'eau. C'est sûr qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Et ça pose le problème de la viabilisation de ces quartiers, le problème d'assainissement de ces quartiers. Et tout ça, c'est lié au développement. C'est lié à la vision globale du développement. Il y a un travail à faire. Vous êtes médecin et je ne sais pas si on va finir avec quelques mots de l'hôpital. De plus en plus de gens sont malades parce que les gens n'arrivent pas à dormir. Quelques conseils pour ceux qui nous écoutent. Certains pensent qu'il faut momentanément oublier les soucis pour pouvoir mieux s'en sortir. Quels sont les conseils éventuels que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent? C'est une question très difficile. Vous oubliez les soucis, mais les soucis, eux, ne vous oublient pas. Et je pense souvent à une discussion que j'ai eue il y a 2-3 mois avec un ami qui est restaurateur, qui n'est pas togolais, et qui me disait, vous savez, j'ai l'impression que tous les Togolais sont dans une grande phase de dépression, que son restaurant ne reçoit que quelques clients depuis plusieurs mois, et que curieusement, en 2017-2018, lorsqu'il y a eu l'espoir d'un changement, qu'il n'avait plus de place libre dans son restaurant. Les Togolais sortaient en masse, et quand cet espoir de changement a disparu, les Togolais ont de nouveau déserté son restaurant. Et c'est effectivement un sentiment global. On a le sentiment que les Togolais cultivent le malheur, que les Togolais ne savent pas ce qu'est le bonheur. Et c'est une réalité. Quand vous allez dans d'autres pays, comme le Sénégal, où j'étais récemment, où vous allez dans les restaurants, vous voyez des familles entières, papa, maman, les enfants qui sortent, qui mangent, qui font du tourisme dans leur propre pays. Mais le Togo, c'est un pays où on est foncièrement malheureux. Et c'est triste. Alors, vous vous dites d'oublier les soucis. Je veux bien le dire aux gens, mais je ne sais pas si les soucis, eux, vont nous oublier. Faisons en sorte que cet espoir quand même demeure. Et si un jour nous arrivons à obtenir ce changement, j'espère que nous l'aurons très bientôt. Si nous arrivons à obtenir ce changement, je suis convaincu que le bonheur va de nouveau fleurir nos cœurs. Et c'est mon souhait le plus ardent pour le Togo. Bien, merci d'être venu nous voir, docteur David Dossé du Fonds citoyen Togo Debout. L'émission que vous venez d'écouter sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Slas Bogakou d'ailleurs pour la mise en onde technique. Je suis Pierre Watiobé. Au revoir.